Monde numérique. Première fois que j'ai voulu essayer le vibe coding, petite histoire vraie, j'étais dans mon canapé un samedi soir avec un verre de vin, donc pas du tout un environnement professionnel. Et je me dis, tiens, est-ce qu'il pourrait faire du vibe coding sur ce qu'on dit toujours, c'est Java, c'est JavaScript, c'est Python, c'est les langages. Mais moi, je voulais faire une application iOS. Et donc, j'ai demandé, écris-moi une application Pac-Man, un jeu Pac-Man original avec le look and feel des années 80, dans tel langage de programmation, avec telle et telle technologie. Et le truc a commencé à coder, etc. En quelques minutes, j'avais une application que je pouvais faire tourner sur mon téléphone. Bonjour Sébastien Stormac. Bonjour Jérôme, merci de m'inviter. Ravi de te rencontrer ici à Las Vegas pour l'événement Reinvent d'AWS. Tu es chargé des relations avec les développeurs chez AWS. On a de la chance, tu parles français puisque tu es belge. Et tu es podcasteur également à ce titre-là. Tu es en fait la bonne parole d'AWS qui... Un des, ouais. Voilà, pour faire passer les messages et de manière simple auprès des développeurs. De manière simple, il y a un aspect vulgarisation dans ce que je fais, mais de façon technique et précise aussi, puisqu'on parle à des développeurs, donc ils doivent pouvoir ou elles doivent pouvoir implémenter et coder dans leur langage de programmation favori après. Alors, si je suis développeur, que j'ai assisté ou non à cet événement 2025, qu'est-ce que je dois retenir de cette fiesta annuelle? Qu'on n'est plus tout seul. Ah bah non, non, mais je veux dire 000 participants. C'est pas ça que je voulais dire. Quand on est face à son laptop et qu'on est en train de développer, parfois on est bien malheureux, qu'on a juste Stack Overflow ou Google. Et depuis un an ou deux, il y a des outils de développement, des IDE, des environnements de développement avec de l'IA dedans. Amazon a lancé le sien qui s'appelle Kiro. Vous allez sur kiro.dev pour le télécharger. C'est un environnement très familier puisqu'il est basé sur code open source. Donc c'est la même base que Visual Studio Code de Microsoft. Donc on est directement à l'aise, on retrouve ses menus, ses icônes, etc. Sauf qu'il y a un petit fantôme, c'est littéralement une icône de fantôme dedans, qui s'appelle Kiro, qui est là pour m'aider à faire ce qu'on appelle soit du vibe coding, soit un nouveau mot qui est du spec-driven development. Waouh, alors attends, il faut qu'on explique les deux. Le vibe coding, justement, ce vibe coding, c'est une notion dont on entend de plus en plus parler. En quoi ça consiste et qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime bien parce que ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Ça permet de générer du code, de générer du script, etc. Mais ça veut dire quoi, en fait? C'est quoi? J'ai un chatbot dans mon outil de développement et je lui demande de faire quelque chose pour moi. Résous-moi ce problème-là. Pourquoi ça marche pas? Je fais un copier-coller de mes logs, de mes erreurs et il m'aide et il me trouve la solution. Il code pour nous. Ou je lui demande de générer du code pour moi. La première fois que j'ai voulu essayer le vibe coding, petite histoire vraie, j'étais dans mon canapé un samedi soir avec un verre de vin, donc pas du tout un environnement professionnel. Et je me dis, tiens, est-ce qu'il pourrait faire du vibe coding sur ce qu'on dit toujours, c'est Java, c'est JavaScript, c'est Python, c'est les langages. Mais moi, je voulais faire une application iOS. Et donc, j'ai demandé, écris-moi une application Pac-Man, un jeu Pac-Man original avec le look and feel des années 80, dans tel langage de programmation, avec telle et telle technologie. Et le truc a commencé à coder, etc. En quelques minutes, j'avais une application que je pouvais faire tourner sur mon téléphone, qui fonctionnait pas entièrement. La détection des fantômes, ça marchait pas. Mon petit bonhomme jaune, il se dessinait pas bien. Mais donc, je lui ai fait un prompt de suivi, je dis tiens, la détection des fantômes, ça marche pas. Et là, il commence, ah oui, attendez, je vais regarder le code. Enfin, il me tutoie, il dit, oui, attends, je vais regarder le code, etc. Ah oui, j'ai trouvé, laissez-moi faire des changements, etc. Et en 1 heure, j'avais une application parfaitement jouable. Wow. Je l'ai mis sur mon GitHub, d'ailleurs, elle est publique. J'aurais pas pu la publier sur l'App Store parce qu'il y a des petits trucs qui vont pas, mais il y avait les fantômes, il y avait les petites pilules magiques, il y avait les petits points, il y avait le compteur de score, tout ça, ça fonctionnait. 1 heure, j'ai pas écrit une ligne de code. Incroyable. Ça, c'est du vibe coding, alors appliqué à un jeu, mais je l'utilise au quotidien dans du code quand ça marche pas, pour tout ce qui est code répétitif, ennuyant, que tous les développeuses doivent faire, ça me décharge de tout ça, je vais beaucoup plus vite. Ça fait rêver parce que ça ouvre des perspectives incroyables pour des gens, des indépendants qui ont une idée, un projet, etc., que ce soit pour le fun ou même pour du business. Mais est-ce que véritablement, justement, ce serait scalable pour employer est-ce que ce serait à l'échelle d'une entreprise, passer à l'échelle Justement, non. Ça aide un développeur tout seul devant son laptop. Ouais. Et c'est pour ça que je dis on n'est plus tout seul maintenant. Il y a des agents qui nous aident aussi. Et
Un des problèmes du vibe coding, c'est justement, c'est pas répétable. Si je travaille en équipe ou si je travaille à l'échelle d'une entreprise, qu'est-ce qu'on a été mettre là-dedans? C'est quoi le code? Qui va le vérifier? Et donc, quand on a lancé Kiro.dev, je crois que c'était en été, en bêta, et c'est en version 1 depuis quelques semaines maintenant, on a introduit un nouveau concept qui s'appelle le Spec-Driven Development. Donc là, je vais utiliser le chatbot pour dire, écris-moi une application qui fait ceci, mais au lieu de commencer à coder, le chatbot va d'abord rédiger une spécification. Il faut que l'application soit capable de faire ça, que tu sois faire ça, etc., dans un langage naturel. Et moi, utilisateur, je peux itérer sur cette spécification. Quand je suis d'accord sur la spec, je dis, OK, on passe à l'étape suivante où il va me faire le design. Il va choisir les frameworks techniques, les versions, l'architecture. Ah, il faut un front-end, il faut un back-end, ça va communiquer comme ça, etc. Et tout ça, c'est documenté dans des fichiers qui restent dans mon projet avec le reste du code source. Et puis, la troisième étape, une fois que j'ai le design, c'est générer les tâches. Il faut créer le squelette du projet, il faut faire les imports, etc. Et il exécute sa tâche list, sa to-do list jusqu'au moment où c'est fini. Puis si je veux rajouter une nouvelle fonctionnalité plus tard, je peux rechanger mes spécifications et refaire ce modèle un peu top-down. Mais ces fichiers de spécifications, de design et de tâches, ils restent dans mon projet. Comme le code source, il est versionné dans GitHub, il est partagé avec mes collègues. Si quelqu'un rouvre le projet dans un an, on saura pourquoi ça a été implémenté comme ça ou comme ça. Et si je dois changer quelque chose, je peux repartir de là. Ça va donner tout le contexte, tout l'historique aux agents pour m'aider à coder. Donc, on passe un coup au-dessus du vibe coding en rentrant dans un monde plus prêt pour les entreprises et pour des grandes applications plus complexes. Et c'est comme ça qu'on peut passer à l'échelle. Et c'est comme ça qu'on passe à l'échelle. Très bien. La deuxième notion que tu évoquais, alors vibe coding, et puis... Le spec-driven development, donc le développement généré par les spécifications. Ouais. Ce qui est une bonne pratique de l'industrie logicielle depuis 50 ans. On ne réinvente pas des choses, mais pourquoi oublier tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on a appris à faire en 50 ans? Parce qu'il y a des nouveaux outils. Autant continuer à utiliser les best practices de rédiger des spécifications, rédiger un design, et puis l'utiliser comme contexte pour ces outils-là. On sait quelle est la proportion de développeurs aujourd'hui qui utilisent ça? C'est encore très exploratoire ou ça y est, on est passé quand même à une généralisation? Alors, je peux être biaisé, parce que je vis dans ce monde-là. Ouais, mais tu as l'impression que tout le monde le fait? Moi, j'ai l'impression que tout le monde le fait, ouais. Clairement. Mais ça peut être le biais du pompier, tu sais, si tout le monde a un pompier, combien de maisons sont en feu? Il va dire toutes les maisons que je visite sont en feu. Oui, bien sûr. Bon. Et sinon, qu'est-ce qu'il faut retenir également de cet événement de Las Vegas cette année en termes de... alors, l'agent Kiro, effectivement, est-ce qu'il y a d'autres pistes encore pour le futur? Oui, on voit des agents qui deviennent autonomes et qui travaillent sur le long terme jusqu'au début 2025. Des agents, c'est un truc qui tournait sur mon laptop. Si je ferme mon laptop, il n'y a plus d'agents. Point. Maintenant, on voit des agents qui se déploient sur le serveur et qui vont tourner plusieurs semaines, plusieurs mois, qui peuvent analyser les logs de mon infrastructure informatique, par exemple, réagir quand il y a des erreurs, m'alerter, croiser des sources de données. Donc, c'est comme si j'avais une personne en plus dans mon équipe, finalement, pour faire des tâches de fond, 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est pour ça que tu parles de... Toi, tu dis qu'un agent, c'est un passeur de plat, en fait. Un passe-plat, c'est une analogie. Un passe-plat. Comment ça fonctionne, un agent? Si on y pense en termes de code, un agent, c'est du code. Il y a pas de la magie noire derrière. Il faut arrêter d'encenser tous ces trucs-là. C'est jamais que du code écrit par des humains ou d'autres agents avec du de plus en plus, probablement. Ouais, mais c'est du code. Et c'est du code qui fait quoi? C'est du code qui s'appuie sur un large language model pour savoir ce qu'il faut faire. En gros, on passe un objectif au large language model. Je veux réserver un restaurant et je lui donne une liste d'outils que j'ai à ma disposition. J'ai un outil pour chercher des restaurants, peut-être un outil pour avoir la météo, pour savoir si je veux manger dehors ou à l'intérieur, un outil pour réserver, et on dit outil, c'est un nouveau mot, mais le concept existe depuis 40 ans. C'est des API, c'est des fonctions à distance que du code peuvent appeler. Et là où avant, moi, développeur, je devais écrire du code extrêmement déterministique pour dire « Ah, je vais d'abord appeler l'outil de recherche de restaurant, puis je vais parser la liste, et puis je vais aller appeler la météo, et puis je vais voir s'il y a des tables libre à l'extérieur, et si demain je dois rajouter quelque chose comme réserver un taxi, je devais réécrire mon code, changer la logique. Maintenant, on délègue tout ça au modèle et on utilise les capacités de raisonnement, avec des gros guillemets, du modèle, parce que c'est pas vraiment du raisonnement, mais c'est comme ça qu'on dit, reasoning. C'est tout comme. Ouais, pour dire, voilà, le but c'est de réserver une table de restaurant, les outils à ta disposition, c'est ça, c'est la liste que tu as.
démerde-toi, fais-le. Et donc le modèle va dire, il faut d'abord appeler tel outil. Alors moi, agent, j'appelle l'outil, je prends le résultat de l'outil, je le redonne au modèle. Le modèle analyse son truc, il va dire, appelle tel autre outil. Donc, et hop, il le renvoie dans l'autre sens. C'est pour ça que je dis c'est un passe-plat. Je prends les résultats du modèle, je les passe à un outil, je prends les résultats de l'outil, je les repasse jusqu'au moment où le modèle me dit, ça y est, j'ai fini, j'ai tout fait, et voilà. Donc un agent, en termes de programmation, c'est une boucle qui appelle des outils. Et ce qui lui dit qu'il faut appeler des outils, quel outil dans quel ordre, c'est le modèle, c'est les capacités de raisonnement du modèle. Voilà, j'essaye de démystifier des agents pour que ça soit le plus simple possible à comprendre. Écoute, c'est limpide quand on t'écoute et donc ça rend la chose vraiment accessible, je pense aussi bien aux professionnels malgré tout qu'au grand public. Merci beaucoup Sébastien Stormack, donc responsable des relations avec les développeurs chez AWS. Et on rappelle qu'on peut retrouver ta verve dans ton podcast. C'est très gentil de le mentionner. Ça s'appelle le podcast AWS en français. C'est disponible dans toutes les bonnes applications de podcast tous les vendredis matins. Super. Donc, abonnez-vous. Et si vous découvrez Monde Numérique à cette occasion aussi, abonnez-vous aussi par la même occasion à Monde Numérique, au passage. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Merci.